un nouveau chapitre, la modélisation 3D. Je ne vous ai pas encore envoyé les PDF, je vais le faire tout à l'heure, donc les PDF des cours précédents. Voilà. La modélisation 3D. Alors, grosso modo, bon, il y en a plusieurs méthodes. Il y en a pas, enfin, nous, on a toujours l'habitude de faire toujours avec un sommet, ces 3 coordonnées. Mais en fait, il y a plusieurs méthodes. Et plus précisément, il y a 2 familles. Enfin, toutes les méthodes sont regroupées en 2 familles, 2 grandes familles. Il y a la modélisation par le bord. Par le bord, c'est-à-dire modélisation de la surface, juste l'extérieur de l'objet 3D. Et il y a la modélisation volumique. D'accord ? La différence, c'est que ici, je n'ai que la surface. J'ai que l'extérieur de l'objet. Si je coupe l'objet en 2, je trouve rien à l'intérieur. Je n'ai rien. C'est vide. La modélisation volumique, j'ai des voxels. Donc, c'est rempli, c'est plein. C'est un objet plein. Je n'ai pas que les pixels de la surface, j'ai des voxels. J'ai tout le contenu. Bien sûr, je peux en avoir besoin. Je vous en ai parlé dans les premiers cours. L'application la plus courante, c'est pour la modélisation volumique, c'est quoi? Voilà. Les imageries numériques. Les imageries numériques, donc quand je fais un scanner, une IRM, ce genre d'image, j'ai besoin du contenu des organes. J'ai besoin de l'intérieur des organes, j'ai pas besoin juste de l'extérieur. L'extérieur, je le vois. Et pas que l'imagerie médicale, il y a des images artistiques qui travaillent sur des voxels. Dans l'exemple, hein, ça c'est pas médical. Dans tous les cas, nous avons des méthodes. Il y a une méthode très, très courante pour On commence par la modélisation surfacique. La plus courante, la plus utilisée, les surfaces polygonales. D'accord ? Donc, la surface est divisée en polygones. Vous le voyez. La taille des polygones, est-ce qu'elle est importante ou pas? Alors, regardez, j'ai dit polygones, hein, j'ai pas dit des triangles. Donc, en général, c'est des polygones. C'est des surfaces. Alors, la taille des polygones. Si j'ai des polygones, de grands polygones, de grandes surfaces, qu'est-ce que je risque d'avoir? Oui, le détail. Voilà, j'aurai moins de détails. Ça va être, c'est-à-dire, ça sera plus homogène. Au lieu d'avoir là le visage du dauphin, les yeux, enfin toutes ces irrégularités, j'aurai pas d'irrégularité, j'aurai une surface comme ça homogène, j'aurai pas de détails. Donc, pour avoir un rendu plus réaliste, il faut faire des surfaces polygonales, enfin des polygones plus petits. Si je fais des polygones très petits, qu'est-ce que je risque d'avoir? Très petits. Ça coûte un beau temps. Oui. Oui, donc si j'ai des polygones très petits, j'aurai plus de données. Donc la table des données, elle va exploser. Enfin,
Bon, l'objet, c'est rien. Mais en général, si j'ai beaucoup de sommets, j'aurai beaucoup de données, du coup, beaucoup de calculs. Donc, tout va être plus grand. Donc, il faut faire un équilibre. Il faut faire un équilibre entre la taille des polygones et le rendu. Après, voilà, si j'ai, y a c'est-à-dire si j'obtiens le modèle à partir d'un scan, je peux avoir des trous. Je peux avoir des trous n'importe où, parce que quand il me manque une donnée, j'ai des trous. Donc, je les comble avec des méthodes d'interpolation ordinaires pour combler les trous. Et aussi, pour combler le fait qu'il y ait de grandes surfaces. Donc, par contre, ça reste toujours la méthode la plus utilisée, la plus courante. Donc, en général, on télécharge un modèle 3D et c'est ça, c'est des surfaces. Dans les jeux vidéo, c'est des surfaces, hein, c'est pas des volumes. Je n'ai rien à faire avec les volumes. Alors, comment sont décrites réellement les surfaces? En fait, il y a les tables de données géométriques et il y a les tables d'attributs. D'accord? Donc, les tables de données géométriques, elles contiennent toute la géométrie, les positions, les arêtes, les sommets d'abord, les arêtes, les surfaces. Regardez, je vous donne un exemple. Voilà, les trois tables, c'est des tables de données géométriques. Donc, la première, table des sommets, les vertex, comme on l'a dit en TP. D'accord? Donc, je définis chaque sommet avec ses coordonnées. Donc, la liste de tous les sommets avec les coordonnées. D'accord? Donc, nous, en TP, on a utilisé ça pour le moment. Mais je vais vous montrer aussi un autre buffer pour remettre des indices au lieu de répéter les sommets. Parce que qu'est-ce que je vais avoir? Bon, ici, c'est un peu théorique. J'ai mis S1, S2, S3, S4, S5. Mais en fait, on est obligé de mettre S1, S2, S3, S4. Ensuite, pour l'autre surface, je mets S1, S4, S5, c'est-à-dire je répète S1, S4. C'est-à-dire je fais la liste. Et on a fait des triangles, c'est une liste de triangles. Donc, chaque triangle, j'ai les trois sommets. Donc, s'il y a deux triangles adjacents, ben forcément, tous les triangles sont adjacents bien entendu quelque part. Donc, j'ai toujours des sommets qui se répètent. Donc, je vais avoir S1, S2, S3, ensuite encore S3, S2, S4 avec l'autre triangle, ensuite ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'aurai besoin de d'autres tables, en réalité. Là, en TP, mais on va avoir besoin d'autres tables. Là, c'est un petit peu tous les types de tables qu'on peut avoir. Et encore, hein, on peut les étendre encore, je vais vous montrer. Bon, ici, dans cet exemple, j'ai mis un quadrilatère, on a un triangle. Hein. C'est juste, voilà, juste pour vous montrer. Donc, j'ai besoin de quoi? Les données géométriques basiques, les données géométriques de base. Donc, j'ai besoin des sommets, donc les coordonnées de chaque sommet. La table des arêtes, donc elle me dit chaque arête, quels sont les deux sommets qui la constituent. Ensuite, la table des surfaces, elle me dit chaque surface, quelles sont les arêtes qui la constituent. D'accord? Donc, ça, c'est... donc, sommet, arête, surface. On peut étendre les tables. Même les tables, donc déjà, elles sont étendues. Dans la table des surfaces, j'ai pas besoin parce que si j'ai les arêtes, c'est bon. D'accord? Après, ça dépend de la primitive ou de l'instruction que j'utilise pour dessiner. D'accord? Dans OpenGL, on a les instructions. Bon, pour le moment, comme Wahda, mais je vais vous montrer d'autres instructions. Donc, l'instruction qu'on utilise pour dessiner, elle sait comment organiser les sommets. On lui a donné juste une table de sommets. Quand je lui dis dans Elements, elle les a organisés. Donc, 3 par 3 par 3 par 3 par 3. D'accord? Il y a d'autres instructions de dessin qui les organisent autrement.
c'est-à-dire chaque sommet a déjà la position ou comment faire, donc on va y arriver. Mais en général, quand on veut définir table des données géométriques, c'est ça, les sommets, les arêtes, les surfaces. Alors des fois, on veut faire des contrôles. On veut vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas des erreurs. Faire les données avant de les dessiner. Bon, déjà, on peut étendre. Par exemple, on peut étendre la table des arêtes. Je fais juste les deux sommets qui la constituent. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut étendre, mettre comme information géométrique dans cette table? Donc, l'arête A1, voilà. Donc, elle relie S1 à S2. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Sur la géométrie, qu'est-ce que je peux dire aussi? Je peux dire aussi, elle fait partie de la surface P1. D'accord? Je peux l'étendre à la table des arêtes, je vais les surfaces. Malgré qu'il y ait la table des surfaces. C'est juste pour faire un contrôle supplémentaire, qui est pas c'est-à-dire que les données ne sont pas corrompues. Donc là, je peux étendre les facettes. La même chose ici. Qu'est-ce que je peux étendre? Non, ici. Là, bon, c'est le maximum que je puisse mettre. Mais là, ici, dans chaque sommet, je donne ces coordonnées. Et je peux dire à quelle arête il appartient. Donc, maintenant, S1, il appartient à l'arête A1, A4 et A6. Je peux le rajouter A1, A4, A6. Ici, avec le sommet S1. D'accord? Donc, je vois bien que c'est une duplication si jamais je garde les trois tables. Mais, c'est pour ça que je dis étendre. Parce que c'est juste pour répéter les données, répéter l'information, pour contrôler au cas où il y a des problèmes. Donc, les données géométriques, c'est ça. Donc, tout ce qui est données géométriques. Donc, on a des tables plus les tables d'attributs, tout ce qui définissent le rendu, les paramètres du rendu. La couleur, le matériau utilisé, la texture, les paramètres de l'ombre, de la lumière, comment la lumière doit être réfléchie, parce qu'on va le voir, il y a plusieurs types. Donc, à Duktani, il est dans d'autres tables. C'est une liste de données. Tac, 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 tac. C'est un fichier. On connaît, c'est un fichier structuré. Donc, bien sûr, il est structuré. Début, tu as les sommets. Par exemple, il y aura un symbole pour dire voilà, ça c'est des sommets. Donc, je sais que c'est des sommets. Ensuite, je sais que c'est les arêtes, ainsi de suite. Je sais. C'est un fichier structuré. Donc, quand je le lis, je sais à chaque fois qu'est-ce que je le lis. Bien sûr, il y a plusieurs types de fichiers. En OpenGL, on va faire un exemple d'un fichier basique. Bon, on en parlera plus tard. Pour loader le fichier TNI, c'est tout un travail. Mais dans tous les cas, tous les fichiers, il n'y a pas un type de fichier, il n'y a pas une structure. Il y en a plusieurs. Pour les images, il y a plusieurs types d'images. La même chose pour les modèles 3D. Chacun a le loader, c'est-à-dire la manière de le loader. Bien sûr, en connaissant sa structure. Si tu connais sa structure, tu peux le loader, c'est pas un problème. Alors, spécialement pour un système interactif, les erreurs. Donc, je disais tout à l'heure, si le fichier est corrompu, on est tombé. Donc, les erreurs, elles peuvent arriver surtout quand un fichier est interactif. C'est-à-dire quand il y a des changements, des modifications, ça bouge. C'est-à-dire, c'est pas une image statique que je vais juste dessiner comme ça. Je risque pas d'avoir des erreurs. Mais si c'est une application interactive, je fais bouger les objets, j'arrête de bouger, je fais intervenir dessus sur leur apparence, sur leur position, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Je peux faire des contrôles. Donc,
les données que j'ai étendues tout à l'heure, elles me permettent de contrôler. Aussi, je peux contrôler avec certaines choses. Par exemple, hein, si j'avais juste les tablettes de base, qu'est-ce que je peux contrôler? Je contrôle sur la table des sommets. Il faut que chaque sommet appartienne à au moins 2 arêtes. D'accord? Mais qu'est-ce un sommet qui appartient à une seule arête? Donc, il n'y a pas un SA et de l'autre côté, c'est vide. Il y a le bout qui m'a aidé. L'appartient. Non, il n'y a pas. C'est pas possible parce que j'ai des surfaces fermées. D'accord? Donc, chaque sommet appartient à au moins à 2 arêtes. Chaque arête appartient au moins à un polygone. Donc, une arête, quand elle est définie ici, à 3, il faut que je la trouve ici, au moins dans un polygone, il faut que je la trouve. Maintenant, chaque sommet, je prends n'importe lequel, il faut que je le trouve dans 2 arêtes. S5, il est là et il est là, au moins à 2. Les arêtes, il faut qu'ils connaissent au moins sur un polygone. Si j'ai ici une arête qui est définie et là, elle n'est pas utilisée, comme dans les programmes, hein, vous avez défini une variable que vous n'avez pas utilisée. Comme en programmation, la même chose ici. Vous avez défini une arête que vous n'avez pas utilisée. Donc, c'est une erreur. Chaque polygone est fermé. A1, A2, A3, A4. C'est-à-dire, elles sont reliées, les arêtes. Chaque polygone a au moins une arête partagée. Voilà. Donc, les polygones, il y a toujours un autre polygone à côté. Donc, il y a au moins une seule, c'est-à-dire même quand c'est le bord, ok, mais au moins une arête partagée avec un autre polygone. Il n'y a pas un polygone ici, par exemple. Ici, j'ai un triangle. Il ne fait pas partie de l'objet. Si c'était le cas, il ne fait pas partie de l'objet. Il faut qu'il soit relié au moins à une arête d'un autre, et qu'il partage au moins une arête d'un autre polygone. Donc, à on va les contrôles, si on veut faire les traitements des erreurs sur le fichier, sur les données géométriques du modèle 3D. Et dans le cas de table de polygone. On a aussi donc les informations géométriques donc les coordonnées des sommets, des arêtes, des surfaces, et les contrôles sur la constitution, la structure des surfaces. Donc, on a pour voir si les données ont été erronées quelque part. Il y a des données donc, qui font partie les attributs de rendu. Donc, on a l'orientation spatiale de la surface. Bon, on en a parlé. Donc, ça, c'est important. Donc, l'orientation spatiale de chaque surface, elle est aussi stockée dans le fichier. Donc, dans le fichier, on va avoir, voici les sommets, voici, voilà, les arêtes. On n'est pas obligé d'avoir les arêtes et les surfaces. Hein. Donc, en général, on a les sommets, on a les index pour constituer les surfaces. Donc, les arêtes, les sommets, les surfaces. Et on a aussi les... bon, là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est un pentagone, mais bon, c'est juste... c'est général. On a l'orientation de chaque sommet. Donc, chaque surface, chaque surface, j'ai besoin de stocker dans mon fichier son orientation. Donc, je pense que ça fait partie des éléments de base, hein, et les coordonnées et l'orientation. Après, voilà, tout ce qui est texture et tout ça, je peux ne pas le faire, mais l'orientation, c'est très important. Parce que si je n'ai pas la bonne orientation, je n'ai pas le bon éclairage, mon objet, il n'est pas du tout 3D. Je le dessine en 3D, je n'ai pas le bon éclairage, et j'ai pas l'aperçu, il n'est pas 3D, il est plat. On va le voir quand on l'éclairage. Il est plat, mon objet est plat. Le dauphin,
Si j'ai pas le, voilà, là, on peut le vérifier. Hein. Si j'ai pas l'orientation, regardez. Si j'ai pas l'orientation spatiale, oui. J'ai pas le bon éclairage, j'ai pas l'objet 3D. J'aurai la même couleur partout, et ben l'objet il ben 2D, il ben plat. D'accord? Donc, parmi les informations les plus importantes, enfin c'est-à-dire dans un fichier basique, d'ailleurs on va voir quand on va créer un fichier de données puis l'importer dans OpenGL. Donc vous avez les coordonnées, les index pour ne pas répéter les coordonnées. Bon, et l'orientation, la normale. Le vecteur normal, c'est important. Donc, ça, je vous en avais parlé. Comme voilà, il montre l'extérieur de la surface. Donc, il pointe vers l'extérieur de la surface. L'intérieur, il est par là. Comment calculer vecteur normal? Donc, à partir de 3 points, je peux avoir le vecteur normal. OK? Voici l'équation. Donc, à partir de 3 points, P1, P2, P3, donc c'est le produit vectoriel, tu as les deux vecteurs. P2 moins P1 multiplié par P3 moins P1. Là, j'ai le N qui est le N, celui-là. Donc, à partir de 3 points, voilà, bon, en général, les surfaces, elles sont triangulaires, donc les trois sommets de la surface. Je calcule N. C'est-à-dire, même si le logiciel que j'ai utilisé pour créer le modèle 3D ne me calcule pas, il ne me donne pas la normale, je peux le faire moi-même. C'est-à-dire, si j'ai que les sommets, donc je peux utiliser produit vectoriel et je calcule les normales de chaque surface. Voilà. Donc, une fois que j'ai le N, ça veut dire j'ai les paramètres A, B, C enfin, l'équation de la surface. Si j'ai A, B, C, je vais juste mettre un des 3 points là, X, Y, Z, et j'obtiens le D. Donc, okay. Donc, moins D égale AX plus BY plus CZ. J'obtiens l'équation de la surface. Alors, donc, l'équation de la surface aussi, je vais en avoir besoin. Donc là, je vais en avoir besoin. On en a parlé. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais on en a parlé. Parce que non, enfin, regarde, j'ai calculé la normale, c'est bon. J'ai calculé la normale avec les 3 points. C'est-à-dire, c'est d'une pierre deux coups. J'ai trouvé la normale et j'ai trouvé l'équation de la surface. Maintenant, la normale, donc pour l'éclairage, voilà, la texture. L'équation du plan. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pour vecteur normal. Pour l'équation du plan, ça sera pour les intersections. Je fais tout. Donc, il y a un certain moment où je vais calculer l'intersection des surfaces pour certains algorithmes de rendu. D'accord? Pour clipper déjà les surfaces qui sont visibles, qui ne sont pas visibles, qui sont à l'intérieur du volume de visualisation, qui sont à l'extérieur. Je fais aussi les intersections, chapitre prochain normalement, détection des parties cachées. D'accord? Donc avec les intersections, donc une fois j'ai l'équation, j'en ai besoin pour calculer des intersections pour détecter les parties cachées par exemple, pour détecter ce qui est visible, ce qui n'est pas visible. D'accord? Donc ça, j'en ai pas besoin que pour l'éclairage. L'éclairage, c'est primordial. Voilà, c'est primordial parce que si j'ai pas l'éclairage, j'ai pas le 3D. J'en ai besoin pour la texture, bien sûr. Il faut connaître l'extérieur. Les parties cachées. Donc, les parties cachées, prochain chapitre, c'est pour dire quelle surface est visible, quelle surface n'est pas visible.
D'accord? Donc, la surface, par exemple. Si elle était retournée, si le vecteur normal ne venait pas vers moi, mais allait vers le z négatif, je m'entends. L'orientation du vecteur normal n'était pas vers le z positif, mais vers le z négatif. Je m'entends. Oui. Maintenant, la surface AD, elle est derrière l'autre. Elle est derrière. Elle est derrière. Elle est derrière de l'autre côté. Il y a une autre surface. Elle n'est pas visible. Voilà, elle est cachée. D'accord? Bon, on va le voir dans le prochain chapitre. On va voir il y a plusieurs méthodes pour détecter les surfaces qui sont cachées. Ok, donc ça c'est important. Donc il y a les données géométriques, les coordonnées des sommets, des arêtes, des surfaces et tout ce qui est construction géométrique. Il y a des données. Donc vecteur normal. Bon, vecteur normal, ça fait partie des données géométriques. Il est calculé à partir des données géométriques. J'en ai besoin pour la suite, pour les paramètres de rendu, éclairage, texture, partie cachée, ainsi de suite. Parce que sinon, je n'ai pas un bon rendu. Et ça servirait à rien. Voilà, donc intérieur-extérieur, ça on en avait parlé. Donc un point, il est à l'extérieur. Si je remplace dans l'équation de la surface et je trouve positif. Si je trouve négatif, il est à l'intérieur. Il est caché derrière la surface. Le maillage de polygones. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un maillage, un mesh. D'accord? Donc en anglais un mesh. Donc c'est les surfaces polygonales. Bon, en général c'est ça. Le dauphin que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un mesh défini par les coordonnées des surfaces, des triangles à domaine et la normale de chaque surface. Bon, bien sûr, de manière générale, puisque j'ai dit que ça pouvait être quadrilatère, donc ça c'est un mesh quadrilatère et ça c'est un mesh triangulaire. Donc c'est des triangles collés bout à bout qui ont toujours une arête commune, voilà, et qui me constituent ma surface. En 3D bien sûr. En 3D, c'est pas il y a du relief. Voilà, donc ça c'est pour les maillages polygonaux. Donc j'ai dû avoir les tables pour pouvoir définir le maillage polygonal qui va me définir lui-même, il va me définir la surface de l'objet 3D. La surface. Hein. Un autre type de modélisation, donc les surfaces quadriques. En fait, là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ça ressemble à ça, un maillage polygonal. Mais qu'est-ce que vous remarquez sur ces objets? C'est des... en fait... oui, non, c'est-à-dire, je parle pas de... oui, c'est des équations, en fait, connues. C'est des objets connus. La sphère, l'équation taha. Vous voyez, les objets, c'est des objets de base. C'est des objets de base. Bon, j'ai mis quelques exemples. Hein. Il y en a beaucoup qui ont un cylindre, par exemple. Donc, des équations. D'accord? Donc, par exemple, pour définir une sphère, ça serait bête. Dessiner la sphère, ça serait bête. Je dessine les sommets un par un. D'accord? Je commence pas par les sommets. J'obtiens les sommets à partir de l'équation de la sphère. Mais c'est le contraire. J'obtiens pas la sphère à partir des coordonnées des sommets. Parce que où est-ce que je vais ramener les coordonnées des sommets? Ça va être difficile. Je vais utiliser l'équation de la sphère, hein, tout simplement. D'accord?
Voilà, l'équation. Donc ça, c'est des objets, une surface quadrique, c'est des objets dont l'équation est déjà connue. On va l'utiliser pour avoir les sommets de l'objet. Mais en général, ce genre d'objets basiques, des objets dont l'équation déjà existe, sont utilisés, c'est-à-dire comme dessin de base pour dessiner autre chose qui est plus complexe. D'accord? Si on veut dessiner, les logiciels de dessin, ils travaillent comme ça. Mais par exemple, le dauphin, je pense qu'il a été scanné. D'accord? Donc, les quadriques ont des équations déjà définies. Donc, je vais pas commencer à lister les points x, y, z, x, y, z, x, y, z, et ainsi de suite. Donc, les points. Non, c'est aberrant. Donc, c'est une surface, une surface connue avec une équation. Je définis juste le centre, le rayon et je la dessine. Je définis aussi. Bon, on a des pour GL2, mais bon, c'est pas. Donc, je définis le centre, le rayon. Je définis aussi le nombre de tranches et de quartiers. D'accord? Les lignes horizontales et les lignes verticales. Je les définis. Les tranches et les quartiers. Plus j'en ai, plus de quartiers. Si j'ai beaucoup de quartiers, ça veut dire quoi? Et beaucoup de tranches, qu'est-ce que j'obtiens? Plus de détails. Voilà, comme on a fait au début. Donc, j'obtiens plus d'intersections. C'est-à-dire plus de sommets et plus de détails. C'est-à-dire que la sphère compte plus lisse. Compte plus la forme de la sphère. Par contre, quand je diminue le nombre de tranches et de quartiers, ça va être, imaginons que nous en 4 quartiers. من لهنا هذا يكون plat ما يكونش bombé. Vous voyez هنا هذه ما تكونش bombé parce que ما عنديش هذا le point. Le prochain point عندي هذا le point, le prochain point il est derrière, très loin. Vous voyez, donc je perds le détail. Donc c'est le même principe. C'est le même principe que pour les surfaces, le maillage de polygone. Parce qu'en fait, je suis en train de créer le maillage de polygone à partir de l'équation de l'objet. Donc, j'ai l'équation de l'objet, ok, mais je ne vais pas mettre tous les points. Enfin, je dois limiter le nombre de points que j'utilise sur la surface, bien sûr. Les points, ils respectent l'équation. Je vais utiliser l'équation, je vais utiliser des points. Mais avec les points, je dois limiter le nombre de points. Plus j'ai de points, plus j'ai de détails, moins j'ai de points, moins j'ai de détails. Donc ça, vous l'avez compris. C'est le même principe, parce que j'obtiens une surface polygone, pas un maillage de polygone. Ok, suivant, les splines. Donc ça aussi, c'est pour définir les surfaces. C'est des courbes. Je ne sais pas, il est d'autres en traitement d'image ou là, en multimédia. C'est des courbes. Bon, le principe, regardez, j'ai des points d'extrémité. On a un petit courbe, mais on peut avoir beaucoup de points de contrôle. Ce qu'on appelle les points de contrôle. On peut en avoir beaucoup. C'est-à-dire, c'est une courbe composée de plusieurs sections. Et je peux en avoir vraiment une grande liste. J'ai mis 1, 2, 3, d'accord? Mais je peux en avoir beaucoup. Les points de contrôle permettent de m'orienter la forme de la courbe taille. La courbe ne passe pas par les points de contrôle, sinon ça ne va pas être une courbe, sinon ça va être un zigzag. D'accord? C'est pas intéressant. Moi, je veux avoir cette forme, la forme. Si je prends le point, on donne plus loin, je vais étirer ma courbe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je pense qu'en Paint, sur le Paint, par exemple, on a ça.
Ah, oh, ça, je vais tester. Si je veux dessiner... Alors, monsieur le sac. Pour montrer que je partage. Ça, je crois que c'est ça. Voilà. Vous voyez? Regardez le point. On a le curseur terre. Il va juste orienter la déformation de la courbe. Et d'avoir le point de contrôle. Donc j'ai ça. Au lieu d'avoir ça. D'accord? Au lieu d'avoir quelque chose de pointu, j'ai quelque chose de plus smooth, plus lisse. Donc c'était ça le principe des courbes spline. Donc ça c'est une courbe spline 2D. Je reviens. Ok, donc ça c'est en 2D. En 3D, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, tout à l'heure, j'avais X, Y, les coordonnées des points. C'est X, Y. Donc, il y a de X, Y, X, Y, X, Y et X, Y. Maintenant, en 3D, chaque point, donc les extrémités plus les points de contrôle, donne X, Y et Z. D'accord? Donc ça, c'est une courbe spline. Ça, c'est une surface de Bézier. Ça fait partie des courbes spline. Donc, il y en a plusieurs spécifications. Mais qu'est-ce que c'est spline? C'est-à-dire, c'est mathématique. Électroton en maths, je ne sais pas. D'accord? Donc, il y a plusieurs surfaces. Elles sont utilisées surtout, c'est-à-dire pas pour faire des objets... c'est-à-dire dans des applications plus ciblées. D'accord? Je ne vais pas faire une courbe spline pour faire avec le petit dauphin. Je l'utilise, c'est-à-dire elles sont utilisées dans les applications qui demandent vraiment la continuité. Ok? C'est pas dans l'animation. C'est-à-dire, je peux les utiliser. Regardez, je peux les utiliser. Voilà, pour avoir des rendus réalistes selon l'application taille. Pour ce qui est, je sais pas, le design automobile, oui, c'est un bon exemple. Hein. Donc, pour le design lui-même, quand je veux avoir un rendu très réaliste, je peux utiliser ça. Et aussi, je peux les utiliser pour calculer des trajectoires. D'accord? Pour l'animation. Pour l'animation, je peux suivre comme trajectoire ce genre de courbe pour que ce soit, c'est-à-dire le mouvement soit fluide et que ce ne soit pas saccadé. D'accord. Voilà, donc il y a les splines, les B-splines, les courbes de Bézier, il y en a plusieurs. Voilà, dans les logiciels de dessin. Donc, il y a certains logiciels qui sont, c'est-à-dire spécialisés, c'est-à-dire orientés vers ce genre de courbe. D'accord? Donc, c'est vectoriel, en fait. C'est avec des équations. C'est clair. Le design automobile, aéronautique, et aussi pour calculer des trajectoires.
D'accord. Donc, on a quelque chose de... c'est-à-dire, on a avec le problème qu'on avait tout à l'heure, ici. Donc, on avait le problème des détails. Donc, ici, le dos, par exemple, regardez, on a l'arête, complètement lisse. Je vois les sommets, ça fait des pointes. Mais bon, c'est un petit objet et c'est pas peut-être important dans mon cas. Mais si vraiment je veux faire quelque chose de plus réaliste, il existe ce genre de surface. Ça veut dire à partir des points, c'est-à-dire j'ai des points déjà. D'accord? Je calcule les surfaces. Les surfaces qui sont plus lisses, plus continues. Ok, suivant. Les arbres CSG, géométrie de solide constructif. Constructif, solide, géométrie. Alors, c'est une technique de modélisation qui utilise la structure arbre. Donc, regardez l'exemple Bain. J'utilise des objets de base, des formes basiques, cubes, sphères, cylindres, ce genre d'objets basiques. Les équations تاعهم. J'utilise donc les feuilles de l'arbre. Les feuilles de l'arbre, c'est ça. C'est des objets de base. Hein. Attention, il ne faut pas utiliser un objet complexe comme feuille. Donc, nous avons les feuilles, on a la racine. La racine, c'est ce que je veux obtenir. En utilisant des opérations ensemblistes. Intersection, différence, union, addition. Bon, addition, il y a union. Intersection, différence, union. Oui. Donc, regardez, l'intersection du cube avec la sphère. Ça me donne une sorte de cube sans les pointes. Parce que l'intersection, c'est-à-dire je prends que le volume, la partie qui fait partie du cube et aussi de la sphère en même temps. Là, l'union de ces deux cylindres, plus avec le troisième, regardez ce que j'obtiens. On fait l'addition de ces trois objets. Ensuite, je prends l'objet, je lui soustrais ça. Je me retrouve avec l'objet avec un vide à l'intérieur qui a cette forme. Voilà. J'ai construit l'objet. Il a été construit à partir de modèles de base, d'objets de base. Donc ça, c'est le CSG. Je peux faire, on peut imaginer plein d'exemples. Hein. Si j'avais pris le cube et le cylindre et je fais la différence, qu'est-ce que j'obtiens? Je prends ça et ça. Je fais la différence. Qu'est-ce que j'obtiens? Attendez. Non, pas que les coins. Je prends avec un cylindre qui m'a dit et le cube. J'obtiens le cube avec un trou au milieu, comme une galerie. Une galerie au milieu, un trou qui a la forme circulaire. Alors, en général, je ne vous donne pas les formes de base comme des hoches. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est pas ça le but. Au contraire, le but, c'est je donne directement la forme souhaitée, le résultat. Et il faut trouver l'arbre en démarrant à partir des formes basiques. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul arbre possible. Hein. Ça veut dire si en partant d'un objet, un résultat, moi je veux avoir ce résultat ou un autre résultat, on peut trouver plusieurs manières d'y arriver. L'essentiel, que j'utilise que des objets basiques et que j'ai pas le choix, les opérations c'est les mêmes et que j'obtienne exactement la même chose. Donc je peux avoir plusieurs manières, plusieurs chemins pour y arriver.
Mais si je me suis pas trompée, c'est-à-dire si j'ai pas utilisé FNA, en général, moi, ce que je remarque, c'est les erreurs qu'il peut y avoir, c'est on démarre de quelque chose qui est pas de base. Hein. Mais un quadrilatère, un parallélépipède, on peut utiliser un parallélépipède, une sphère, ce genre de formes, on peut les utiliser. Et aussi, il ne faut pas se tromper dans les opérations. Voilà. La différence, c'est pas l'intersection. L'intersection, j'enlève la partie qui fait partie d'un objet, mais ne fait pas partie de l'autre. La différence, j'enlève, il faut voir lequel moins lequel. Donc, hada moins hada. Donc, j'enlève la deuxième partie, la partie du deuxième objet. Alors, je vous montrerai un exemple la prochaine fois. Un petit exemple, des examens. Alors, les octries. Ça aussi, c'est un arbre hiérarchique. C'est aussi pour modéliser les solides. D'accord? Donc, on a fait les solides, on n'a pas forcément les surfaces. Hein. Donc, on a un objet, on a le contenu, enfin l'intérieur, l'extérieur, on a tout. Oui, donc ça, l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, donc image médicale bien sûr, mais aussi image autre que médicale. Donc ça, c'est un objet fait avec des voxels. Ok, donc comment ça marche? Bien sûr, je peux avoir les sections internes. Et en fait, justement, je vais modéliser avec les octries en utilisant les volumes internes. D'accord? Donc, c'est un arbre. C'est quoi un octrie? C'est un arbre où chaque nœud représente une région dans mon volume. Chaque nœud représente une région. Je vais vous expliquer. Alors, je vous donne l'exemple 2D. Donc, un octrie, c'est du 3D. Il y a oct, 8. Vous allez voir Walash. Walash 8. Pourquoi 8? Parce que en 2D, voilà, j'ai une surface 2D. Il s'agit de faire un quad tree en 2D. Si je fais la même structure hiérarchique que les octries, la même structure que les octries, mais en 2D. Je seulement un quad tree. Pourquoi? Parce que le principe, c'est ça. Je divise ma surface en 4. 4 régions égales. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a la racine. La racine, c'est les 1, 2, 3, 4. Voici 1, 2, 3, 4. Je vérifie chaque quadrant, chaque région. Et je regarde les pixels qu'il y a dans chaque région. Si, par exemple, ici, comme un exemple, ici, tous les pixels sont homogènes. Donc, toute la région 1 a la même valeur. Donc, il n'y a pas de feuilles, enfin, il n'y a pas de branches qui sortent de... La 2, pareil. La 3, non. La 3, on a un pixel qui n'a pas la même valeur que les autres pixels. Donc, la 3 n'est pas homogène. La 4, elle est homogène. Je prends le cadran qui n'est pas homogène et je fais la même chose. Je le divise en 4. D'accord? Donc, ce sera à chaque fois en 4, en 4, en 4. Je le divise en 4. Je fais mon arbre. Hein. Je fais une branche qui va à partir du cadran numéro 3. OK. Le numéro 3, il est divisé en 4 régions. Et je fais le même travail récursivement. D'accord? Donc, les 4 régions du cadran 3, je vérifie si elles sont homogènes. La première n'est pas homogène. Là, j'ai du gris. La deuxième homogène, troisième homogène, quatrième homogène. Donc, la première, je fais encore la même chose. Je fais encore une autre branche et je divise la région Hadi en 4. 1, 2, 3, 4. La quatrième n'est pas homogène. La quatrième n'est pas homogène.
je la divise en 4. On faisait de l'arbre hiérarchique taille. 1, 2, 3, 4. Donc, la 1 est homogène, la 2 est homogène, tu as une autre valeur, la 3 est homogène et la 4 est homogène. J'arrête mon arbre. Comme tout le principe. En fait, là, si j'ai des valeurs, en fait, homogène, ça veut dire c'est bon, j'ai la même couleur, j'ai la même valeur. Si c'est pas homogène, معلش نعاودوها, on va répéter. Si c'est pas homogène, c'est-à-dire j'ai encore c'est-à-dire une couleur, une autre couleur ici, un autre dessin. Je redivise mon cadran et je refais la même chose. D'accord? Alors, écoutez, bon, de toute façon, on n'aura pas le temps de faire le 3D. On va le refaire, la méthode, on va la refaire la prochaine fois. Comme à partir de là. D'accord? De toute façon, c'est les deux dernières méthodes, les octuis puis les BSP. On les termine, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, on refait les octuis, BSP et on commence le prochain chapitre. D'accord? Moi, je ramènerai peut-être un autre exemple. Ok, donc vous êtes au courant du changement d'emploi du temps, Batolcom? Par rapport à quoi, madame? Alors, je ne sais pas, l'administration, comme quoi la journée du TP est déplacée à jeudi. Mais un problème, c'est qu'on a des enseignements le jeudi. Anna et Madame Rahmoud. Donc, On n'a rien fait, madame. Oui. Je lui ai dit que c'est pas possible. Je vais encore insister Mara pour qu'elle ne change pas. Et puis c'est tout. D'accord, madame. Est-ce que vous avez eu un problème de salle ou là pendant les TP? Non. La semaine passée, la semaine d'avant, il n'y a pas eu de problème? Non, il n'y a pas eu de problème. D'accord, ok. Mais quand il y a un problème, donc je ne sais pas. Oui, ok, donc c'est pas. Donc tout à l'heure, on aura le CP, hein, n'est-ce pas? Al-Khamsa. Oui, madame, à 17h. D'accord. Donc, à tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.